Les plastiques sont partout. Depuis le milieu du XXe siècle, l'humanité a produit plus de 9 milliards de tonnes de plastique. Un matériau qui devait faciliter la vie, mais qui est devenu un piège mortel pour la nature et pour l'humanité. Il est bien connu que la plupart des plastiques ne sont jamais recyclés. Le professeur Antonio Ragusa, gynécologue obstétricien italien et chercheur qui a été le premier à identifier les microplastiques dans le placenta humain, explique comment ils poursuivent leur voyage dans la biosphère. Sur les millions de tonnes de plastique que nous produisons, moins de 10% sont recyclés. Plus de 90% sont rejetés dans l'environnement. Lorsque le plastique est rejeté dans l'environnement, il se décompose lentement en particules de plus en plus petites. Devenir de très petits microplastiques, voire de minuscules nanoplastiques. Ces particules descendent les rivières, atteignent les mers, se répandent dans les océans et pénètrent dans les poissons que nous mangeons par la suite, de sorte qu'elles se retrouvent à l'intérieur de nous. Le problème des microplastiques est observé depuis longtemps dans les écosystèmes du monde entier. Professeur Seda Gundogdu de l'université de Çukurova en Turquie, fondateur d'un groupe de recherche sur les microplastiques. Spécialiste de la biologie marine et de la contamination par les microplastiques en Méditerranée, s'exprime sur cette préoccupation croissante. Je travaille principalement sur la biologie des poissons. Je travaille sur la biologie des poissons depuis 2016. Au cours de mon doctorat, j'ai constaté que tous les sites d'échantillonnage sur lesquels nous travaillons pour la biodiversité étaient pollués par des plastiques et pas seulement par des microplastiques. Mais aussi d'autres plastiques. Et puis, nous avons d'abord réalisé que le problème principal était le plastique lui-même. Aujourd'hui, nous sommes habitués à entendre le mot microplastique. Mais il fut un temps où ce terme n'existait tout simplement pas. Le professeur Richard Thompson est biologiste marin à l'université de Plymouth, directeur du Marine Institute, officier de l'Ordre de l'Empire britannique et membre de la Royal Society. Dans ses travaux, il a été le premier à décrire des particules de plastique microscopiques dans l'environnement marin. Poser les bases d'un tout nouveau domaine de recherche. Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai lancé un défi à certains de mes étudiants. Ils sont allés sur le littoral, ont prélevé des échantillons de sable et nous avons commencé à les examiner au microscope. Dès les premiers échantillons, nous avons pu observer des morceaux qui ne ressemblaient pas à des grains de sable. Des pièces aux couleurs vives, rouges et bleues. Il s'agissait alors presque d'un voyage médico-légal pour confirmer leur identité. Nous avons confirmé qu'il s'agissait bien de plastique. Nous avons montré qu'ils étaient présents au Royaume-Uni dans toute une série d'habitats différents, dans les sédiments et dans la mer. Il est intéressant de noter que dans ce premier article de 2004, mon premier article sur le sujet, nous avons utilisé le terme « microplastique ». Et ce terme n'avait jamais été utilisé dans ce contexte pour des pièces vraiment microscopiques. Il y avait déjà eu, et nous y avons fait référence dans notre article, quelques études sur de petits morceaux de plastique. Mais nous sommes allés plus loin que n'importe qui d'autre. Nous avons démontré cette biodisponibilité. Nous avons montré la tendance temporelle de l'augmentation au fil du temps. L'océan est le principal réservoir d'accumulation de plastique. Il contient déjà plus de 200 millions de tonnes de plastique. Plus d'1 million de tonnes de déchets plastiques. Et ce montant continue d'augmenter chaque jour. Il est important de comprendre que le plastique ne disparaît pas. Sous l'influence de la lumière du soleil, des vagues, de la salinité et des frottements mécaniques, il se décompose en microplastiques et en nanoplastiques. Les microplastiques sont des particules de plastique d'une taille inférieure à 5 mm, tandis que les nanoplastiques ont une taille inférieure à 1 micromètre. Il est environ 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Rien que dans la couche superficielle de l'océan, il y a environ 350 trillions de particules microplastiques. Pourtant, le nombre réel est bien plus élevé. Les scientifiques estiment qu'environ 90% des particules nanoplastiques sont trop petites pour être détectées par les instruments d'analyse actuels. Lorsque l'eau S évapore de la surface des océans et d'autres masses d'eau, les particules microplastiques S élèvent dans l'atmosphère avec la vapeur d'eau. Dusan Materik, analyste environnemental au Centre Helmholtz pour les sciences de l'environnement, et le Centre des sciences de l'environnement, Allemagne, dirige un groupe de recherche consacré à BEL, étude des nanoplastiques. Le docteur Materik étudie les nanoplastiques atmosphériques à l'Observatoire Sonnenblick, en Autriche, la plus ancienne station de recherche en haute altitude d'Europe. Et pour les nanoplastiques qui se fragmentent à partir de grosses fibres, à cause de l'altération par les UV, à cause de simples forces mécaniques,
Les nanoplastiques qui sont déchiquetés sont beaucoup plus susceptibles de rester dans l'air pendant de longues périodes. Dusan Materik, géologue au Centre Helmholtz pour les sciences de l'environnement et membre de la Centre des sciences de l'environnement, en dessous de 5000 mètres. Les micro- et nanoparticules présentes dans l'atmosphère peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Le passage d'un continent à l'autre. C'est ce que note le Dr Elke Ludewig, d'Autriche, qui dirige l'observatoire SONBLICK et le Centre européen de comparaison des conditions ambiantes dans les nuages, où le transport de ces particules et les effets de ce processus sont enregistrés. Nous savons, d'après différents cas, que les transports sont très longs, de particules depuis par exemple le Japon jusqu'ici, ou le Canada par exemple. Je peux vous donner 2 exemples. Le premier est l'accident de Fukushima. Il a fallu attendre environ 11 jours pour que les particules d'aérosol ayant un rayonnement plus élevé ne soient pas détruites, a reçu l'observatoire SONBLICK. Un autre exemple a eu lieu en 2025, le 9 juin. Il y a eu une sorte de transport, une masse d'air en provenance du Canada, a reçu l'observatoire SONBLICK. Nous pouvions le voir dans le ciel. Bien sûr, nous avons pu constater dans nos données que la concentration d'aérosol était plus élevée, mais le moment le plus impressionnant a été le suivant. Et c'est pourquoi il est également important d'avoir des choses ici. Nous pouvions vraiment sentir la brûlure dans l'air. Et cela dure toute la journée. Vous pouvez donc voir les effets de l'intensité quelque part sur le globe. Surtout dans l'hémisphère nord, peut-être, et il est encore transporté sur des centaines de kilomètres autour de l'hémisphère nord. Nous pouvons le mesurer ici et montrer ce qu'il est. Les micro- et nanoplastiques atmosphériques reviennent ensuite sur Terre, avec les précipitations, tombant avec la pluie ou la neige et se déposant dans les forêts, sur les terres agricoles et dans les prairies, où ils s'infiltrent dans le sol et pénètrent dans les plantes. Cela se produit partout sur la planète, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Liliana Cáceres Sanchez, titulaire d'une maîtrise en sciences, technologie et santé, biologiste spécialisée dans écotoxicologie et la protection de l'environnement, et chercheur au Centre de recherche en sciences exactes et ingénierie à l'Université catholique bolivienne San Pablo, note que les microplastiques sont présents dans les environnements naturels, dans les organismes vivants et les produits alimentaires. Ces dernières années, nous avons effectué des analyses du sol, de l'air et des eaux de surface et souterraines à Cochabamba. Et nous avons également examiné les lacs et les lagunes. Et dans tous ces échantillons, nous avons trouvé des microplastiques. Le fait que nous ayons trouvé des microplastiques, même dans des zones sans présence humaine, suggère que les particules microplastiques se déplacent activement dans l'environnement. En outre, nous avons identifié leur présence dans les aliments et les organismes vivants. Nous avons détecté des microplastiques dans le lait et d'autres produits pasteurisés tels que le yaourt. Ils ont également été trouvés chez des animaux sauvages. Par exemple, dans la grenouille d'eau du Titicaca et dans les poissons d'un lac près de Cochabamba appelé Angostura. Ces résultats confirment que les microplastiques font déjà partie de notre chaîne alimentaire et écologique. En raison de la pollution microplastique, 1 grain sur 10 des 3 principales cultures vivrières du monde, le riz, le blé et le maïs, peut mourir avant la récolte. En outre, des chercheurs de l'université de Catane ont trouvé de fortes concentrations de microplastiques dans l'environnement. Ce sont les concentrations les plus courantes de particules microplastiques dans les pommes, poires, carottes, pommes de terre, laitues et brocolis. Dans l'ensemble, les pommes et les carottes présentaient les niveaux de contamination les plus élevés, et les fruits contenaient plus de particules de plastique que les légumes. Dans les exploitations laitières de plusieurs pays, des particules microplastiques ont été trouvées dans des échantillons de foin et d'autres types d'aliments pour bétail. La présence de microplastiques a également été confirmée dans le lait et la viande de bovin. La présence de microplastiques a également été confirmée dans le lait et la viande de vache et de mouton, ainsi que dans le tissu pulmonaire des porcs et dans les estomacs et les intestins des canards domestiques. Le plastique est donc devenu indissociable de l'âne et l'élevage. Des scientifiques de l'université de Newcastle en Australie estiment que l'homme moyen consomme aujourd'hui environ 250 grammes de plastique par an par le biais de son alimentation, équivalent du poids de 50 sacs en plastique. De plus, les humains inhalent des micro- et nanoplastiques. Selon des études, les microplastiques sont les particules de plastique les plus répandues dans le monde. Un adulte peut inhaler jusqu'à 106 000 particules microplastiques au cours d'une promenade de 2 heures dans une grande ville. Et dans les zones situées à proximité de plans d'eau, ce nombre augmente de manière significative. Nous rencontrons des micro- et nanoplastiques tous les jours.
Lorsque nous nous brossons les dents, prenons une douche, mangeons, faisons des courses, nous promenons, portons nos vêtements, utiliser des appareils ménagers ou prendre des médicaments. Et, lorsque nous travaillons sur un ordinateur, prenons les transports en commun, buvons un café sur le pouce, faire ses courses dans un supermarché ou se détendre à l'extérieur, les micro- et nanoplastiques sont partout. Et nous remarquons à peine à quel point ces particules sont aujourd'hui ancrées dans notre vie quotidienne. Le plastique pénètre dans l'organisme de 3 manières. Par inhalation, par la peau et par l'alimentation. Et que se passe-t-il ensuite? Il pénètre dans la circulation sanguine. Jusqu'à récemment, il y a environ 15 ans, les gens pensaient que le plastique était une substance très importante. Jusqu'à récemment, il y a environ 15 ans, les gens pensaient que le plastique était une substance très importante. En fait, si vous regardez ces boulettes de plastique, il ne s'agit pas de microplastique, mais de macroplastique de plus grande taille. En fait, si vous regardez ces boulettes de plastique, il ne s'agit pas de microplastique, mais de macroplastique de plus grande taille. Même si vous les mettez dans l'eau, ils restent tranquillement assis. Même si vous les mettez dans l'eau, ils restent tranquillement assis. Il semble qu'ils n'interfèrent pas beaucoup avec l'environnement. Mais une fois qu'ils se décomposent en micro- et nanoplastiques, ils pénètrent dans le corps humain par ces 3 voies, entrent dans la circulation sanguine et, de là, atteindre tous les tissus parenchymateux, c'est-à-dire les organes. Reins, foie, cœur, artères, veines, placenta, lait maternel. Les micro- et nanoplastiques sont déjà devenus une partie inséparable du corps humain. Les micro- et nanoplastiques sont déjà devenus une partie inséparable du corps humain. Ils s'accumulent dans les tissus des intestins, les muscles cardiaques, et dans les organes endocriniens et reproducteurs, dont ils perturbent les fonctions. Il n'y a pas un seul endroit du corps humain où ils ne peuvent pénétrer. Des études montrent que les concentrations les plus élevées de nanoplastiques ont été trouvées précisément dans le tissu cérébral humain. Des études montrent que les concentrations les plus élevées de nanoplastiques ont été trouvées précisément dans le tissu cérébral humain. Professeur Lucas Kenner, pathologiste, chercheur en cancérologie, directeur du laboratoire Christian Doppler de métabolomique appliquée et directeur scientifique du projet MicroOne, qui étudie les microplastiques et leurs effets sur la santé, explique comment les particules micro- et nanoplastiques peuvent échapper aux mécanismes de défense de l'organisme et atteignent le cerveau en quelques heures seulement. Nous avons découvert que les particules qui se trouvent dans la circulation sanguine et se couvrent de molécules de cholestérol, ils peuvent facilement franchir la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière corporelle très stricte et protège le cerveau des substances toxiques extérieures ou même thérapeutiques. Il est donc difficile, par exemple, de traiter les tumeurs cérébrales parce que la barrière hémato-encéphalique est très stricte. Également pour les médicaments, mais les particules peuvent y pénétrer rapidement parce qu'elles se recouvrent de molécules, les aideront à franchir la barrière hémato-encéphalique. Et c'est très frappant pour moi de voir cela. Vous savez que ces particules sont déjà dans le cerveau 2 heures après qu'on leur ait administré un oligobarge. Des scientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique ont découvert que dans chaque gramme de tissu cérébral d'individu D, âge moyen, il y a environ 4900 microgrammes de plastique. Cela signifie qu'aujourd'hui, le cerveau contient environ 0,5 milliards de microgrammes de plastique. Et seulement 5% environ du cerveau humain est composé de plastique. De simples calculs montrent que le cerveau humain contient en moyenne environ 7 grammes de plastique. À peu près le poids d'une cuillère à café en plastique. Une telle cuillère à café se trouve déjà dans la tête de l'homme. Il est bien connu que les micro- et nanoplastiques sont dangereux en raison des additifs chimiques toxiques qu'ils contiennent, tels que les phtalates et les bisphénols. Traiter les maladies associées à 3 substances chimiques seulement, des additifs les plus toxiques présents dans les plastiques, coûte à l'humanité $1,5 billion par an. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au total, plus de 16 000 composés chimiques sont utilisés dans la production de différents types de plastiques, chacun comportant ses propres risques potentiels pour la santé humaine. Mais il y a un autre facteur, une autre bien plus dangereuse et encore largement sous-estimée, sur la façon dont les nanoplastiques affectent le corps humain. C'est précisément ce facteur qui permet aux nanoplastiques de pénétrer facilement les barrières protectrices de l'organisme. Et une fois à l'intérieur, ils sont pratiquement impossibles à enlever. L'impact destructeur des plastiques au niveau chimique a déjà été examiné dans un autre documentaire, Un piège pour l'humanité, dont une partie portait sur les additifs toxiques contenus dans les plastiques et leurs effets dévastateurs sur la santé humaine. Aujourd'hui, les dangers liés aux produits chimiques sont bien sûr les plus visibles et largement débattus du problème. Mais notre enquête s'est poursuivie. Nous avons réalisé que le véritable danger des plastiques se situait au-delà de la chimie, étendant bien plus loin dans le domaine de la physique. Comprendre pourquoi les particules de plastique sont si dangereuses. Nous devons d'abord comprendre leurs propriétés physiques uniques.